Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. La criminalité en Corse dénoncée avec force par François Hollande et Jean-Marc Ayrault après l'exécution de Maître Solacaro. Mais sur Public Sénat, la réaction de Jean-Pierre Chevènement tranche dans le concert d'indignation provoqué par l'assassinat d'un avocat. L'ancien ministre de l'Intérieur dénonce en effet les engagements passés du ténor du barreau. Nous l'écouterons. La fronde des sénateurs communistes contre le bonus-malus de la facture d'énergie. Tout est à revoir, disent-ils, dans le texte du PS, déjà voté à l'Assemblée nationale. À la recherche de la plus petite particule de lumière, un invité exceptionnel dans le 19h ce soir, le prix Nobel de physique, Serge Haroche, qui est avec nous et qui dialoguera dans un instant sur ce plateau avec un sénateur et puis des jeunes passionnés par la science, le bel avenir de la recherche française. Les obsèques de l'avocat Antoine Solacaro auront lieu vendredi dans son village natal de Propriano. Tué hier matin, vous le savez, au volant de sa voiture, cette figure de l'île est la 15e victime des règlements de compte sur l'île en un an. François Hollande et Jean-Marc Ayrault se sont alarmés aujourd'hui du niveau atteint par la violence criminelle sur l'île. Et le Premier ministre, à la sortie du Conseil, a fait cette déclaration. Cette situation est insupportable. Le gouvernement est déterminé à agir avec la plus grande fermeté, la plus grande détermination contre ce fléau qui mine la Corse, qui est le crime organisé depuis de longues années. J'ai demandé à Madame le garde des Sceaux ainsi qu'à Monsieur le ministre de l'Intérieur de me faire des propositions sur deux points. D'abord, le renforcement de la coordination opérationnelle entre les services de police et de la justice. Mais également de faire des propositions sur la stratégie globale de lutte contre ces activités criminelles. L'exécutif, donc, par la voix du Premier ministre, annonce une lutte globale contre le grand banditisme en Corse. Mais Jean-Pierre Chevènement, donc, dénonce une trop longue complaisance, de droite comme de gauche, d'ailleurs, dit-il, avec les indépendantistes liés au crime, alors que les magistrats et les fonctionnaires de justice d'Ajaccio proclament aujourd'hui dans une motion que c'est la justice tout entière qui est frappée. Eh bien, l'ancien ministre de l'Intérieur n'accepte pas l'évocation au sujet de Maître Solacaro d'un symbole de l'état de droit. On l'écoute. Maître Solacaro n'était pas seulement une figure du barreau, unanimement saluée pour son talent. C'était une figure de l'indépendantisme, un militant nationaliste engagé, y compris dans des actions clandestines. Je n'en dirai pas davantage pour ne pas manquer à ma déontologie d'ancien ministre de l'Intérieur. Quand j'ai entendu dire que c'est la justice qui était en cause à travers lui, j'ai pensé que c'était une vision pour le moins incomplète. Je crois que les liens entre le banditisme et le nationalisme corse sont établis depuis longtemps. Il y a là une dérive mafieuse bien connue et on ne peut pas lutter contre ce phénomène si on ne porte pas le fer dans la plaie. La plaie, quelle est-elle? Elle est que, à droite comme à gauche, les indépendantistes corses bénéficient de complicité. Et par conséquent, le problème, depuis plus de 30 ans maintenant, depuis, on peut même dire, près de 40 ans, hein, paraît insoluble, parce que la volonté politique à tous les niveaux manque, qu'il n'y ait plus de complaisance. Hein, si cette attitude avait été tenue, il y a très longtemps qu'on ne parlait plus de ce problème. Voilà les propos de Jean-Pierre Chevènement recueillis par Sandra Cerquera. La sortie de l'euro est proche, assure François Hollande dans une interview à plusieurs journaux européens, dont Le Monde. Le chef de l'État envisage l'union politique pour après 2014 pour changer, dit-il, les modes de décision. Grande promesse de la campagne présidentielle présentée comme l'outil permettant de lutter contre la désindustrialisation et également de développer les filières d'avenir. La Banque publique d'investissement voit le jour. Elle ouvrira ses portes l'an prochain. Avec une force de frappe de 42 milliards d'euros, la BPI sera
sera dirigée par Jean-Pierre Jouyet, mais elle fait déjà l'objet de critiques, comme celle de Jean-Louis Borloo, qui a déclaré sur Public Sénat qu'elle pourrait finir en nouveau Crédit Lyonnais. Les explications de Sophie Normand. Elle est présentée comme le bras armé du redressement productif. Pourtant, la BPI n'apporte pas grand-chose de nouveau. Créée à partir de structures déjà existantes, cette nouvelle entité chapeautera le Fonds stratégique d'investissement, la Caisse des dépôts des entreprises et OSEO, la banque publique de financement des PME et de l'innovation. La BPI devient ainsi un guichet unique de financement, plus simple et décentralisé. Ce n'est pas un machin parisien, c'est une structure qui associe en un partenariat étroit l'État et les régions, au service du développement de notre tissu productif. Nous voulons que 90% des décisions financières de la BPI soient prises en région. La BPI devra à la fois protéger les sociétés implantées dans les régions délaissées par les investisseurs privés et faire émerger de jeunes pousses dans des filières d'avenir. C'est une banque pas comme les autres parce qu'elle aura à cœur d'imaginer une nouvelle doctrine dans l'emploi de ces fonds. C'est une autre approche du risque, plus patiente, moins gourmande. Pour la présider, Jean-Pierre Jouyet, l'actuel président de la Caisse des dépôts. Pas de fonction exécutive pour lui, le pouvoir de direction incombera au directeur général. Un temps pressenti pour le poste, Anne Lauvergeon a été écartée et c'est finalement l'ancien président de Wanadoo, Nicolas Dufour, qui devrait prendre ses fonctions. Tout juste créée, la BPI fait déjà l'objet de critiques. Pour Jean-Louis Borloo, de la BPI à la fois actionnaire et prêteur découleront d'inévitables conflits d'intérêts. Un nouveau texte PS en difficulté au Sénat en raison de l'étroitesse de la majorité de gauche. La proposition de loi sur la tarification progressive de l'électricité subit un tir de barrage communiste, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, alors que les sénateurs socialistes affirment pourtant avoir tout fait pour corriger le texte en faveur de la réponse à l'urgence sociale. Les explications de Jérôme Rabier. Le débat sur la tarification progressive de l'énergie provoque des étincelles au Sénat. En cause un bonus-malus en fonction du niveau de consommation des ménages. Jusqu'à un certain seuil, le tarif est subventionné. Au-delà, c'est le malus et le tarif est relevé. Une disposition qui casse le principe d'un tarif unique sur tout le territoire pour le groupe communiste. Sur la progressivité de la tarification, d'abord je pense qu'en l'état c'est inapplicable. Donc effectivement il y a tout à revoir dans la sérénité, ce qui n'est pas le cas ce matin. Les communistes demandent donc l'irrecevabilité du texte et un autre front s'ouvre sur la droite de la majorité. Les élus centristes et UMP ont quitté la commission des affaires économiques ce matin pour protester contre la méthode adoptée. On n'a jamais vu cela. Le président de la commission nous a tout simplement proposé de commencer à étudier la fin du texte et de repousser l'étude de la première partie du texte, qui est en même temps le plus important, c'est-à-dire les tarifs progressifs, le bonus-malus, la semaine prochaine. Un coup politique préparé selon la gauche qui fait valoir que le texte aborde aussi d'autres dispositifs comme les tarifs sociaux et la trêve hivernale. Il y a en France plus de 4 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Alors on peut considérer qu'on peut faire des coups politiques, ou comme nous pensons qu'il y a urgence d'agir, de faire adopter des dispositions pour protéger ces gens. L'ensemble sera rediscuté la semaine prochaine en commission avant son arrivée dans l'hémicycle le 30 octobre. Si la droite, les centristes et les communistes maintiennent leur position, le texte déjà voté par l'Assemblée nationale risque d'être rejeté au Sénat. Et la gauche donc n'est majoritaire que de 6 voix au Sénat. Les voix de droite ont été par exemple nécessaires la nuit dernière pour faire adopter le texte sur le terrorisme défendu par Manuel Valls. Un seuil définissant les dépassements d'honoraires médicaux a été retenu aujourd'hui lors de l'ultime négociation entre syndicats de médecins et complémentaires de santé. Concrètement, une consultation à 70 € contre 28 € chez un spécialiste conventionné serait jugée excessif, soit donc 2,5 fois le tarif de la sécurité sociale. Le PS s'attaque à l'une des mesures du sarkozysme contre l'absentéisme à l'école, la loi Ciotti qui prévoit la suspension des allocations familiales. Nathalie Guillouard. La suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme, cette mesure d'Éric Ciotti lancée en 2011 va peut-être bientôt prendre fin. Une mesure inefficace pour les socialistes. Ils souhaiteraient la mise en place d'une cellule éducative au bout de 4 demi-journées d'absence sur un mois. Une cellule qui regrouperait plus de partenaires extérieurs à l'établissement par rapport à la réforme d'Éric Ciotti. À chaque fois qu'il y a un élève absent, une réaction au sein de l'établissement avec je dirais, une cellule qui se met en place et qui regroupe plusieurs professionnels. Le professeur, l'assistante sociale, l'éducateur, pour diagnostiquer pourquoi
cet enfant ne vient plus. Lorsqu'on a fait le diagnostic, on met la thérapie en place nécessaire. Une procédure qui concernerait surtout les lycées professionnels. 14,8%, c'est le taux d'absentéisme durant l'année 2010-2011 au sein de ces lycées, contre 6,9% dans les lycées généraux et technologiques. Pour ce sénateur UMP, la cellule d'accompagnement est utile mais insuffisante. Pour lui, la sanction financière via la suppression des allocations familiales est indispensable. Elle est très rarement appliquée, cette mesure, mais ça a au moins un effet dissuasif vis-à-vis des familles qui viennent plus facilement à la convocation de l'inspecteur d'académie. François Hollande a fait de la lutte contre l'absentéisme une de ses priorités dans son projet de programmation sur l'école. Le Sénat va étudier mardi une proposition de loi du groupe communiste tendant à la reconnaissance de la répression sanglante de la manifestation des Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. La République reconnaît avec lucidité ces faits, déclare aujourd'hui François Hollande dans un communiqué de l'Élysée, alors que la réaction du chef de file des députés UMP est tout autre. Christian Jacob déclare en effet qu'il est intolérable de mettre en cause la police républicaine, même si bien sûr il faut saluer les victimes. Mettre en cause la police républicaine est également mettre en cause la République tout entière, selon Christian Jacob. Le prix Nobel de physique, Serge Haroche, est donc notre invité ce soir. Il est avec nous pour une rencontre avec un sénateur et puis des lycéens passionnés de sciences. La France est donc à l'honneur en physique avec cette incroyable régularité. Camilla Campuzano s'est rendue aujourd'hui à l'École normale supérieure et puis au CNRS, vivier de savants. Prix Nobel, médaille Fields ou médaille d'or du CNRS, la liste des trophées français ne cesse de s'allonger. Le dernier en date, Serge Haroche, prix Nobel de physique, un exemple pour les jeunes chercheurs. C'est une fierté d'abord d'avoir un prix Nobel français, en plus issu du département de physique de l'ENS, et ça encourage nous autres doctorants à continuer à persévérer parce que les récompenses sont là et parce qu'on fait une recherche productive en France. Même en ayant beaucoup d'ambition, je ne sais pas si on se projette tous en pensant pouvoir prétendre à un prix Nobel à un moment dans sa vie. Ces jeunes sont des passionnés, mais aujourd'hui ils sont de plus en plus rares. Les disciplines scientifiques sont délaissées, mais du côté du CNRS, pas d'inquiétude, la recherche française garde sa marque de qualité. Le potentiel scientifique français est exceptionnel. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un effet simplement de mondialisation et de circulation des cerveaux. Nous ne voyons pas de mouvement systématique de la France vers l'étranger, systématique. Reste qu'avec un salaire de 2 000 à 3 000 euros, les apprentis chercheurs ne rejettent pas l'idée de s'installer à l'étranger. Bonjour Serge Haroche. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et avec nous également ce soir, il y a Thibaut, il y a Mélanie, qui sont tous deux lycéens en terminale S à Saint-Maur, et puis à Bondy. Et vous êtes membre, je le précise, de l'association Sciences Ouvertes, qui rayonne notamment en Seine-Saint-Denis. Et puis avec nous également Michel Berson, sénateur socialiste, bonsoir, et membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et oui, la politique a également son mot à dire, peut-être pour orienter, en tous les cas pour accompagner la recherche dans notre pays. Pour nourrir le débat science et société. Serge Haroche, d'abord, comment est-ce que votre vie a changé ou pas depuis le prix Nobel? Elle a pas mal changé parce que, comme on le voit en ce moment, l'intérêt médiatique est très grand et donc je suis très sollicité. La parole que je peux porter est écoutée beaucoup plus, donc c'est une conséquence intéressante du prix Nobel et je pense qu'il y a de quoi faire une étude anthropologique, essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'on reçoit cette récompense qui, après tout, ne fait que constater que les expériences que j'ai faites, elles étaient déjà faites, que j'ai eu cette récompense ou non, et pourtant, ça me donne un droit à la parole que j'exploite en venant ici, par exemple. Mais j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, parce que... Oui. Nous, ça nous donne un devoir d'écoute aussi, parce que... Et puis, on est fiers. Cette fierté, vous la sentez autour de vous, elle est partagée? Oui, je sens à l'école normale, comme vous l'avez vu là, et au Collège de France, que les gens sont contents, et ça me fait plaisir. Alors voilà, pour les étudiants qui sont déjà entrés dans votre domaine de recherche, mais là, nous avons deux lycéens. Vous avez des questions à poser à Monsieur Haroche? Vous avez un savant en face de vous, vous êtes passionné de sciences. Thibaut, peut-être impressionné d'abord? Oui, c'est sûr, un peu. On a du mal à imaginer d'avoir quelqu'un en face qui représente le sommet de la science internationale et qui est reconnu par ses pairs comme tel, par le prix Nobel.
Donc on nous a préparé avec Mélanie quelques questions sur votre parcours et éventuellement votre avenir. Tout d'abord, quel élément de votre parcours vous a-t-il le plus marqué, en positif comme en négatif? Je crois que lorsqu'on fait de la recherche, on a un but pour lequel on est vraiment passionné. On essaye d'arriver à un résultat pendant des années. Et lorsqu'on voit ce résultat se concrétiser, lorsqu'on voit le signal expérimental pour lequel on a vraiment lutté se produire avec les collègues et les étudiants, on a un sentiment de joie absolument extraordinaire, qui est plus pur que celui qu'on a lorsqu'on reçoit le prix en question. Donc c'est ça les sentiments les plus forts. Il y a eu quelques jours comme ça, 2 nuits expérimentales il y a 15 ans et puis il y a 5 ans, où on a vu vraiment se réaliser au laboratoire ce dont on avait rêvé. Et ça produit un plaisir absolument extraordinaire. Alors une forme d'extase scientifique, mais qui ne dure que quelques dixièmes de seconde en même temps. C'est pas de l'extase, mais c'est une profonde satisfaction, une excitation intellectuelle qui est très très forte. Oui. Mais je disais qu'il dure très peu de temps. J'ai cru comprendre que vous avez pu observer quelques dixièmes de seconde que vous recherchiez. Oui, non, l'événement est très court, mais la satisfaction dure plus longtemps. Heureusement, vous êtes porté par cette révélation en quelque sorte. Thibault, vous posez la question également sur les aspects les plus difficiles, peut-être même négatifs de cette quête permanente. Bon, les aspects difficiles, c'est qu'il y a effectivement des échecs. Lorsqu'on cherche, on a des fausses pistes, il y a des moments où on doute parce qu'on se demande si l'expérience va marcher, si on ne s'est pas complètement enferré dans une mauvaise voie. Et lorsqu'on travaille avec des chercheurs, et en particulier des étudiants pour lesquels le travail de thèse est important, on se sent également une responsabilité. Donc il y a des moments qui sont très difficiles. Mais on essaye d'éviter le découragement parce qu'il faut essayer de surmonter ça. Et je dois dire qu'on a eu quelques mois ou quelques semaines avant d'observer les effets dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est passé par des moments difficiles. Mélanie, quelle question as-tu envie de poser à ton voisin, prix Nobel de physique? Je voudrais savoir pourquoi avez-vous choisi d'étudier la physique quantique? Alors on dit quantique, je crois. On va faire un peu de linguistique avant de faire de physique. Je pense qu'on dit physique quantique, mais en anglais on dit quantum et en français on dit quantique aussi. C'est un peu bizarre parce qu'effectivement QU ça devrait être quantique, mais on dit quantique, physique quantique, mécanique quantique, physique quantique. Pourquoi ce choix? Le choix fondamental vraiment au départ c'était de faire de la physique. Après, pourquoi je me suis engagé dans la physique quantique, c'est une question de hasard, ça dépend des rencontres que l'on fait, des professeurs qui vous ont passionné. Vous pourriez la définir, dire ce que c'est? La physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. C'est la physique à laquelle obéissent les particules, les atomes, les grains de lumière qu'on appelle les photons. Ils interagissent entre eux suivant des lois qui sont très différentes des lois de la physique newtonienne à laquelle on est habitué. Et cette physique a été découverte il y a maintenant ces lois ont été découvertes il y a maintenant 90 ans et elle s'applique à l'infiniment petit et elle n'a jamais été mise en défaut. Alors pourquoi je l'ai choisie? Parce que lorsque j'ai commencé il y a presque une cinquantaine d'années à travailler dans un laboratoire, c'était le démarrage des lasers, ces sources de lumière extraordinaires qui permettaient de manipuler des atomes. Et pour comprendre comment cette manipulation s'effectuait, il fallait comprendre les lois de la physique quantique. D'accord. Donc j'ai eu des professeurs. La recherche, les découvertes appellent toujours de nouveaux domaines inexplorés en quelque sorte. Et puis c'était aussi une rencontre avec des enseignants extraordinaires, charismatiques, qui m'ont passionné pour ce type de physique. Oui. La transmission est fondamentale, je crois, dans l'univers de la recherche. Vous êtes là aussi pour en témoigner auprès des deux jeunes lycéens. On va y revenir. Michel Berson, vous avez aussi des questions? Je veux dire, on est toujours très, très honoré, très fier d'être aux côtés d'un prix Nobel. C'est le 5e, je crois, en 10 ans. 5e prix Nobel français de physique en 10 ans. En 20 ans. En 20 ans. Le premier de cette série, c'était Pierre-Gilles de Gênes. Ah oui, c'était une vingtaine d'années. Même 20 ans. Ce qui prouve que la recherche française est vraiment au top au niveau européen, mais également au niveau mondial. Alors, en tant qu'élu, moi, je suis très préoccupé par un sujet, un débat de société qui est celui de la liberté laissée aux chercheurs de chercher. Aujourd'hui, dans une société plutôt de défiance, on exprime beaucoup de défiance à l'égard des élus, mais on en exprime aussi beaucoup à l'égard des scientifiques. Et ça, c'est, je dirais, très, très dommageable au progrès de la connaissance. Dans une société
dans une économie de la connaissance, il faut laisser aux chercheurs toute liberté de chercher. Et le législateur, il doit intervenir ensuite pour réglementer, réguler, non pas la recherche, mais l'usage que l'on fait du résultat de la recherche. C'est le législateur qui a décidé d'instaurer dans notre pays un principe de précaution assez draconien. Alors voilà, il est inscrit dans la Constitution. Et moi j'étais très partagé lorsque j'étais pas sénateur, donc je n'ai pas participé ni au débat ni au vote, mais c'est sûr que ça pose un réel problème. Il faut que le chercheur soit libre, la recherche est libre, on ne peut pas interdire de penser, mais on doit réglementer l'usage qui est fait ensuite des résultats de la recherche. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, la recherche doit être libre. Là on parle en particulier de recherche fondamentale, qui doit être basée sur la curiosité, sur le besoin de connaissance. Et cette liberté doit être... Et on doit faire confiance aux chercheurs. Vous avez parlé de défiance. On doit faire confiance aux chercheurs parce que son effort de recherche et sa réussite dépendent de ce climat de confiance. Et il faut contrôler, mais contrôler a posteriori. Il faut au départ bien sélectionner les chercheurs et bien sélectionner les jeunes qui s'engagent dans ce métier. Mais ça, on peut le faire assez bien. Et une fois qu'on les a choisis, leur faire confiance pendant un temps relativement long, parce que la recherche, c'est également le temps long. Et puisque je parle à un politique, je pense qu'il y a un point qui est essentiel, c'est de voir que l'un des problèmes difficiles à résoudre, c'est l'inadéquation entre la durée, le temps de la recherche et le temps que les problèmes liés à la recherche mettent à mûrir et le temps du politique. Par exemple, les problèmes liés au réchauffement climatique, les problèmes liés au problème de l'énergie, sont des problèmes sur le très long terme. Et les politiques qui sont élus sur des périodes relativement courtes en France et encore plus aux États-Unis, ne sont pas bien adaptés pour réagir à ces problèmes avec la bonne constante de temps. Et ça, c'est un problème qui est, à mon avis, très sérieux. Et l'opinion publique, est-ce que vous sentez, je ne sais pas, monter un certain obscurantisme aujourd'hui? Alors, c'est un peu contradictoire. Il y a effectivement un obscurantisme, il y a des formes de superstition même. Mais il y a également, lorsqu'on fait des sondages, d'après ce que j'ai cru comprendre, le scientifique est quand même bien vu, bien considéré dans la société. Donc il y a une ambivalence. Il y a aussi le fait qu'il y a une crise des carrières scientifiques, relativement peu de jeunes qui s'engagent par rapport aux besoins de la société. Une partie est liée aux conditions matérielles. On parlait tout à l'heure des salaires au début. Des salaires. Les salaires au début des carrières, c'est absolument incroyable. Un étudiant qui a fait 10 ans d'études après le bac pour faire une thèse et un doctorat est engagé au CNRS à un salaire qui est peut-être à 30% au-dessus du SMIC. Mélanie Thibault, ça ne vous décourage pas, ça, le salaire tel qu'on l'évoque aujourd'hui? Non, du moment qu'on aime ce qu'on fait, le salaire, c'est pas la chose la plus importante. Thibault, d'accord? Je suis d'accord avec Mélanie, à partir du moment où ce qu'on fait nous passionne, le salaire peut être un obstacle, mais en soi, ça se surmonte assez facilement. Je crois que là, on a un exemple qui permet d'être optimiste pour l'avenir, mais il faut beaucoup de chercheurs, il faut beaucoup d'ingénieurs pour résoudre les problèmes, et il ne faut pas qu'on prenne uniquement ceux qui sont les plus passionnés, comme les deux exemples qu'on a ici. D'accord. Thibault voulait encore intervenir. Oui, alors vous aviez eu en 2009 la médaille du CNRS, médaille d'or, vous êtes prix Nobel, vous êtes administrateur du Collège de France. Quel avenir envisagez-vous pour la suite? Maintenant qu'il a tout rappelé. Maintenant qu'il a tout rappelé. Après tout ce qu'on pouvait espérer. Une des choses que j'aimerais faire, c'est ce que je fais là maintenant, c'est-à-dire plaider pour la recherche, plaider pour que les jeunes qui rentrent dans le métier maintenant aient des bonnes conditions, qu'ils aient les chances que j'ai eues moi-même. Moi, j'ai commencé la recherche dans les années 60, l'année des 30 glorieuses, une époque où les crédits pour la recherche étaient en augmentation, où les jeunes rentraient au CNRS à 23 ou 24 ans, alors que maintenant c'est plutôt 32 ou 33, dans des conditions extrêmement favorables. Et j'ai vu ces conditions se rétrécir, j'ai vu les effets de la crise économique, du raccourcissement des délais que l'on laisse pour les thèses, etc. Et donc je vais lutter pour essayer d'inverser la tendance pour que les politiques comprennent que c'est l'intérêt à long terme du pays. Mélanie? Oui.
Quels conseils pouvez-vous nous donner pour notre avenir ou pour l'avenir des jeunes qui sont intéressés par les sciences en général? Je crois qu'à vous, j'ai aucun conseil à donner. Vous êtes passionné par ce que vous faites et tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant dans la vie que de faire ce qu'on aime. Donc faites ce que vous faites et vous allez réussir, j'en suis sûr. On a parlé du côté matériel de la profession de chercheur. Vous auriez pu, vous, choisir une carrière plus lucrative dans l'industrie, par exemple? J'en avais la possibilité, mais je ne l'ai pas choisi. Donc vous avez fait le choix. Oui, j'ai fait le choix. Je pense que... Bon, je le regrette certainement pas, mais je pense que le système français donne trop de possibilités, pas trop de possibilités, mais enfin tente trop les jeunes brillants, qui ont fait par exemple les grandes écoles comme l'école polytechnique, de partir dans l'administration et de partir dans des carrières de management, alors qu'on a besoin de carrières de chercheurs, d'ingénieurs. Déjà, à votre époque, vous avez su résister à cet appel-là, vous. Hein? Oui. Je pense qu'il faut agir au debout de la chaîne. Il faut effectivement essayer de faire en sorte que lorsqu'on sort de Polytechnique, on ait plutôt envie de faire une carrière scientifique plutôt que d'aller pantoufler dans une grande administration. Mais il faut aussi valoriser la culture scientifique et technique dès l'école. Dès l'école. Il y a des associations, les petits débrouillards, etc., qui, je dirais, éveillent l'esprit, donnent le goût de la recherche, d'accéder à la connaissance. Même les petits-enfants, je veux dire, on peut avoir 10, 12 ans. Qui a suivi d'Eugène Charpak, qui a lancé la main à la pâte. Exact, la main à la pâte, voilà. Donc je pense qu'il faut agir au debout. Alors, dans un bout, c'est vraiment des conditions matérielles, c'est le niveau de salaire, c'est le statut aussi. Au CNRS, il y a combien de précaires? Il y a des chercheurs dans un statut précaire. Ça, c'est pas très valorisant. Et puis le faire aussi dès l'école. Oui, Serge Haroche, vous avez bien sûr rendu hommage à votre ami américain qui a également reçu le prix avec vous, David Wineland, qui travaille sur les horloges, enfin voilà, précision extrême, etc. Alors, sorcier des horloges. On sent une amitié très forte, une solidarité même entre les savants, mais il y a la concurrence quand même entre vous aussi. Mais alors parfois il y a de la concurrence qui devient très dure, mais là c'est quasi miraculeux. Il y a de la compétition, mais il y a de l'amitié également. Et je suis vraiment très très content de partager ce prix avec lui. Pour Thibaut et Mélanie, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils vont devoir partir à l'étranger pour une partie de leurs études? Vous-même, vous avez été enseignant, notamment aux États-Unis. Est-ce que leur parcours passe par des universités hors de France, selon vous? Ça serait très très bien. Il faut s'ouvrir au monde le plus possible. Il faut surtout avoir des expériences correspondant à des cultures et à des façons de penser différentes, des langues différentes. Dans les carrières des chercheurs qui font une thèse, systématiquement après la thèse, ils partent faire ce qu'on appelle un post-doc. Et souvent, ils le font à l'étranger et c'est extrêmement enrichissant. Ils reviennent en France ensuite, en général. Très bien. Accueillir, c'est ce qui se passe notamment à l'école normale supérieure. Il y a les Américains qui ont tout ce qu'ils veulent dans leur pays, mais qui viennent quand même chez nous. Il y a beaucoup de gens de tous les pays du monde. On a des Chinois, on a des Ukrainiens, on a des chercheurs allemands, italiens. Enfin, c'est international. La question du Nobelops.com aujourd'hui était celle-ci. Est-ce qu'un Nobel, comme celui qui est avec nous ce soir, incite les jeunes à choisir les filières scientifiques? Vous avez répondu oui à 51%, mais pour les principaux concernés, les passionnés comme Thibaut et Mélanie, c'est évidemment évident qu'un Nobel sert d'exemple et de valeur d'entraînement. Merci, Monsieur Haroche, d'être venu avec nous ce soir. Merci à tous. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 19h. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Ça bouge. Non mais c'est vrai, hein. Vous savez, il faut faire du bouche-oreille, parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu pour faire bouger les choses en politique, à Meaux ou ailleurs, il faut y aller. Faut que ça bouge, disait-il en 1995 lors de sa campagne à Meaux. Ce slogan est-il toujours celui de Jean-François Copé? Parle-t-il vraiment des vrais problèmes aux vrais gens, comme il prétend le faire? Et sa stratégie de communication façon droite décomplexée ne risque-t-elle pas de lui jouer des tours? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, Jean-François Copé en course pour sa reconduction à la tête de l'UMP face à François Fillon. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est ce soir à 22h45 sur Public Sénat.
Merci.